Bonjour à tous, comme convenu, on se retrouve dans cette vidéo qui va avoir pour sujet les formes indirectes de la puissance, que ce soit les langues, le numérique ou encore les routes commerciales. Cela va vous permettre également d'étoffer un petit peu votre propos pour votre dissertation sur la puissance des États-Unis aujourd'hui, que vous réaliserez le 8 avril. Tout d'abord, pour accroître sa puissance, un État peut diffuser sa langue et sa culture. La langue devient dès lors un outil majeur pour diffuser le soft power d'un État. L'Organisation internationale de la francophonie, ou OIF, promeut ainsi le français et les valeurs francophones dans 88 États. Le français permet de renforcer l'influence culturelle et diplomatique de la France dans le monde. Et pour promouvoir les langues, vous allez voir que les États ont recours à différents organismes. Donc là, si on regarde, on retrouve les 5 langues les plus parlées au monde: l'anglais, le mandarin, l'espagnol, l'hindi ou encore l'arabe. Le français arrive juste derrière, aux alentours de 300 millions de locuteurs. Là, ici, on retrouve effectivement les langues les plus parlées de nouveau sur ce document. Et là, vous voyez que le français et l'arabe sont à touche-touche avec 274 millions de locuteurs. L'anglais est la langue évidemment la plus parlée et ça se retrouve fortement sur Internet puisque l'anglais devient la langue d'Internet aujourd'hui. Donc vous retrouvez ici, via ces documents, les langues les plus parlées en ligne et je vous invite à mettre pause régulièrement pour pouvoir, voir et visionner le diaporama à l'aide de cette vidéo. On peut aussi penser, hein, du coup, l'anglais, langue la plus parlée au monde, langue d'internet, ça va forcément servir quelque part la puissance des États-Unis et le soft power américain. Si on prend le développement du français, donc le français est diffusé à travers le monde via l'Alliance française. L'Alliance française, c'est un mouvement international créé en 1883 qui a pour objectif d'enseigner la langue française à travers le monde. Donc il va y avoir des manifestations culturelles, des rassemblements, afin de rassembler les francophones à travers le monde. On estime en 2023 qu'il y a 829 alliances françaises réparties dans le monde, du moins réparties dans 135 pays. Là, vous voyez les différents apprenants du français, hein, dans l'ensemble des alliances françaises et vous voyez le développement de la langue française à travers le monde. Qui apprend? Qui sont les non francophones qui apprennent le français dans les différents pays du monde? Via les alliances françaises, bien sûr. Donc là, vous avez ici 451 000 apprenants des alliances françaises. Donc, vous avez la répartition des cours, vous avez le nombre d'enseignants employés par l'Alliance française, 8 700 enseignants en 2023. Vous avez le nombre de candidats présentés aux examens et le nombre le chiffre d'affaires, les inscriptions aux cours de français, etc., etc. L'idée, c'est de développer, de diffuser la langue française à travers le monde. Là, vous avez le nombre d'alliances françaises par pays. Donc, dans les différents pays du monde, le nombre d'alliances françaises chargées donc de diffuser la langue française. Et puis on va passer sur autre chose avec les instituts Confucius. Les instituts Confucius ont été créés en 2004 et eux, ils ont pour rôle de diffuser la langue et la culture chinoise, donc le mandarin. Ce sont, des établissements qui ont vu le jour donc en 2004 et aujourd'hui, plus de 500 instituts ont ouvert leurs portes. Il y en a 16 en France à ce jour. L'idée, c'est de donner des cours de chinois et puis de diffuser également, la culture chinoise et d'encourager éventuellement à réaliser des séjours en Chine. On va retrouver donc, les différents instituts Confucius, donc sur la planète, 525 en 2020, 18 en France. Vous avez également l'Institut Goethe. Les germanistes en ont peut-être déjà entendu parler, hein. C'est une organisation qui a pour but de diffuser, la langue et la culture allemande, donc créée en 50-51, 1950-1951. Il y a aujourd'hui 158 instituts Goethe répartis dans 93 pays. On pourrait aller plus loin en citant également le British Council, hein, donc pour diffuser la langue anglaise, hein, créé en 1943.
Donc ce British Council, hein, qui a vocation de diffuser la langue anglaise et de participer donc au développement et la diffusion de la culture britannique. Donc notez qu'on dénombre 6 000 langues et dialectes dans le monde et 350 langues parmi ces dialectes et langues hein, comptent plus d'1 million de locuteurs. Un locuteur, hein, ce sont les personnes qui s'expriment au moyen de cette langue. Il y a une vingtaine de ces langues et dialectes qui comptent plus de 50 millions de locuteurs et qui couvrent ainsi 95% de la population mondiale. Il y a des langues comme le français, l'anglais, l'espagnol, l'arabe hein, qui sont considérées comme des langues internationales. L'anglais, aujourd'hui, hein, est bien sûr la langue en position dominante hein, dans les échanges économiques. C'est la langue la plus diffusée hein, et l'anglais est utilisé dans de nombreuses instances internationales telles que l'ONU, l'OTAN, l'OMC. On parle de lingua franca pour qualifier l'anglais. Donc c'est une langue commune adoptée pour communiquer entre personnes n'ayant pas la même langue maternelle, hein, l'anglais, et la langue qui est celle des échanges. La langue des relations internationales, c'est l'anglais qui prime et qui prédomine. Et donc cette hégémonie hein, de la langue anglaise peut être contestée, hein. Vous verrez une vidéo que je vous mettrai en lien dans le mail que je vais vous envoyer avec le Québec, hein, des tensions au Québec par rapport à l'utilisation de la langue anglaise ou de la langue française. Concernant le français, hein, on peut noter qu'il bénéficie d'une forte croissance démographique, hein. En 2022, on estime qu'il y a 275 millions de locuteurs français et en 2050, il pourrait être 715 millions. Et donc, on a notamment l'évolution des pays africains avec une augmentation démographique très importante pour les pays africains, ce qui, effectivement, augmente le nombre de locuteurs français. Vous noterez bien sûr que la domination de la langue anglaise, et ça vous servira pour votre dissertation, est aussi, sert la puissance des États-Unis. On peut penser par exemple aux séries américaines qui sont aujourd'hui diffusées à l'échelle mondiale, et vous avez aussi la possibilité de voir des films en version originale, donc avec l'usage de la langue anglaise. Nous allons maintenant nous intéresser à l'axe numéro 2 qui porte sur les géants du numérique qui, pour une bonne partie d'entre eux, proviennent des États-Unis. Ces éléments pourront vous permettre également d'étoffer une dissertation. Nous allons étudier les GAFAM, mais également les géants du numérique chinois, et voir un peu quelles sont les implications que nous pouvons avoir en France et quels sont les dangers peut-être pour demain en termes de souveraineté numérique, puisque l'Union européenne dépend aujourd'hui très largement des États-Unis pour tout ce qui est numérique. Nous allons le voir dans cette partie. Donc la puissance des géants du numérique ou comment contrôler la puissance des géants du numérique. Si on définit les géants du numérique, ce sont des acteurs importants aujourd'hui d'un point de vue géopolitique. Ils empruntent l'espace que l'on peut appeler le cyberespace. Aujourd'hui, les réseaux sont un espace d'échange d'informations et de communication extrêmement important. Parmi eux, on peut citer les GAFAM, que nous verrons en premier, donc Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. Ce sont les géants du numérique américains. On compte parmi elles les entreprises les plus puissantes au monde et ils ont une capitalisation boursière extrêmement importante. Elles sont plus riches, ces entreprises, que de nombreux États. Donc, par ailleurs, ce sont des entreprises qui sont dominantes sur leurs marchés respectifs. On va également pouvoir évoquer les NATU, donc ce sont ces entreprises créées au début des années 2000, donc également américaines, hein, qui permettent un accès plus rapide à certains types de services. On peut citer Netflix, Airbnb, Tesla ou encore Uber. Et enfin, vous voyez en bas de la page ce qu'on appelle les BATX, ce sont les concurrents des géants américains du numérique, hein, les géants du numérique chinois, donc Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi, et nous y reviendrons par après, nous les évoquerons en dernier. Bien, commençons tout d'abord par les GAFAM, donc Google, Apple, Facebook, Amazon ou encore Microsoft. Donc si on prend cette caricature donc brésilienne, hein, on voit la pieuvre américaine et on se rend compte que l'écrasante majorité des applications numériques que nous utilisons chaque jour proviennent du pays de l'oncle Sam. Vous n'avez guère que quelques exemples qui proviennent d'autres pays.
L'un des plus connus étant TikTok, hein, que vous connaissez bien. TikTok est une entreprise, là pour le coup, chinoise. Si on regarde, je disais donc que ces GAFAM dominent leurs marchés respectifs. Prenons Apple. Apple, là, vous avez des chiffres sur 2023, 2024 et 2025. On a ici le leader, tout simplement, du marché du smartphone, hein. 20% de part de marché en 2025 contre 19% pour Samsung. Les meilleures progressions sont pour Apple. Et donc, Apple, aujourd'hui, domine très nettement ce marché mondial du smartphone. Euh, Vous noterez, et je pense pas m'avancer trop, en disant qu'un élève sur deux au lycée a un Apple, du moins un iPhone. Donc, Apple domine et écrase ce marché donc, du smartphone. Si on regarde par pays, hein, le smartphone préféré par pays, ce qui est intéressant, c'est de voir que Apple est bien souvent en tête, hein, vous les voyez en vert ici, un numéro 1 en France, au Canada, aux États-Unis, et la marque à la pomme est placée de manière intéressante dans les autres pays présentés sur le graphique. On remarque qu'en Chine, elle est deuxième, derrière Huawei. Alors Huawei, c'est intéressant, hein, puisque Huawei a été détruit par la politique commerciale, la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Huawei, en 2019, un embargo a été mis en place par les États-Unis, hein. Ils accusaient Huawei notamment d'attaques d'attaques par rapport à la protection des données. Et donc Huawei a été bloqué, hein, notamment par rapport au service de Google. Donc les téléphones Huawei ne pouvaient plus utiliser Google, ce qui a quasiment tué, hein, la vente de Huawei. Aujourd'hui, je pense que la marque Huawei, vous n'en voyez quasiment plus, et la marque n'est quasiment plus vendue. Et vous avez la question qui se pose à l'avenir, hein, pour Xiaomi. Vous avez les producteurs de téléphones, de smartphones chinois qui se posent la question, pourront-ils faire demain sans Google? Donc ils essaient aujourd'hui de trouver des moyens pour avoir des navigateurs, des moteurs de recherche non liés à Google et des éléments de fonctionnement du téléphone non liés à Android, par exemple, qui permettraient donc de faire fonctionner leur smartphone. Encore une fois, hein, Huawei, hein, la chute de Huawei, je vous mets une vidéo en lien, c'est lié à la guerre commerciale entre les Chinois et les Américains. Sous couvert donc de se protéger, de protection des données, il s'agit là sans doute d'une volonté de faire tomber un concurrent à Apple. Huawei était probablement en passe de devenir l'un des concurrents les plus sérieux d'Apple et de Samsung par extension. Et donc cette guerre commerciale a mis fin à l'expansion de Huawei aux alentours des années 2019. 2019, c'est le début de l'embargo. Et Huawei, aujourd'hui, vous n'en voyez quasiment plus sur le marché. À l'exception de la Chine, hein, où ça avait résisté un peu plus longuement. Si on prend maintenant Amazon, vous avez le leader mondial de la vente en ligne. Donc 150 millions d'utilisateurs chaque mois en Europe. On estime que 2 tiers des Français visitent le site au moins une fois par mois. Donc vous avez ici une carte de France avec les différents entrepôts Amazon. Et Amazon, hein, est accusé très souvent de tuer les petits commerces, hein, les petites librairies indépendantes. Vous avez le site numéro 1 en termes de vente en ligne. Un autre site américain qui est aussi lié à la Silicon Valley, on peut citer eBay, hein. eBay qui est bien derrière, mais effectivement, c'est également un site américain. Donc cette domination de la vente en ligne se traduit par des chiffres, hein. Si on regarde le nombre de visiteurs uniques par mois en millions en France, hein, on estime que 38 877 000 personnes vont sur Amazon chaque mois. Donc c'est 60,5% de la population française. Vous voyez ensuite leboncoin.fr, site français pour le coup, arrive en deuxième. Temu, c'est chinois, arrive en troisième. Booking.com, américain, en quatrième. Et Leclerc, premier supermarché, avec sa plateforme donc numérique, hein, qui arrive en cinquième position. Et là, vous avez donc le top 20 des sites les plus visités, les sites de e-commerce les plus visités en France à la fin de l'année 2025. On se rend compte que Amazon est le seul à dépasser les plus de 50%. Donc plus d'un Français sur deux va sur Amazon chaque mois. Si on regarde les chiffres élargis chez nos voisins européens, on voit que Amazon trust la première place en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Italie, en Espagne.
et vous voyez ensuite les sites qui arrivent derrière. Mais du coup, Amazon est le leader, incontesté, donc de cette vente en ligne, hein. Donc, Amazon domine très largement ce marché. Une étude ici de janvier 2025. Passons maintenant au moteur de recherche avec Google. Google, c'est le groupe Alphabet. Si on prend les moteurs de recherche les plus utilisés en France en 2025, sans surprise, à quasiment, on est quasiment sur un monopole, hein. Google est à 89%, 90% le moteur de recherche le plus utilisé en France. Viennent ensuite Bing, mais Bing, c'est également Microsoft, et Yahoo, qui est également américain. Et le moteur de recherche européen numéro un, c'est Ecosia, c'est un moteur de recherche allemand qui compte pour 1% des recherches réalisées en France. 1% face à 90% pour Google. La domination est quasi monopolistique, hein. On est sur un monopole de la recherche en ligne. À noter qu'aujourd'hui, les moteurs de recherche français et allemands, donc Qwant et Ecosia, donc Qwant qui est un moteur de recherche qui a pour ligne directrice de respecter au maximum la vie privée, et Ecosia, hein, qui est un moteur de recherche qui, comme son nom l'indique, œuvre pour l'écologie. Donc ces deux moteurs de recherche essayent de créer une base de données commune pour justement concurrencer Google. La base de données commune s'appelle Stan, avec un référencement des différents sites français et allemands et européens. Donc un référencement assez ample pour concurrencer la base de données de Google, hein, puisque aujourd'hui vous faites une recherche, là où il y a le plus de résultats, c'est sur Google. Donc les Européens ont tout intérêt à se mettre en ordre de bataille pour avoir un moyen de lutter contre Google et contre sa domination, puisqu'on est à 90% de part de marché aujourd'hui pour Google. Si on va maintenant sur les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, on va retrouver le groupe Meta aux 2 premières places, hein. Le groupe Meta, c'est le groupe qui contrôle notamment Facebook et Instagram. Ce groupe revendique 3 milliards d'utilisateurs actifs chaque mois. Ensuite, on va trouver YouTube, c'est Google, 2,5 milliards d'utilisateurs. WhatsApp, c'est également Meta, hein, donc 2 milliards d'utilisateurs. Et à la 5e place, vous allez retrouver TikTok. TikTok qui est le premier chinois, donc c'est ByteDance, le groupe ByteDance qui est un groupe chinois, avec 1,5 milliard d'utilisateurs par mois. Si on va un peu plus loin derrière, WeChat, c'est Tencent, c'est un opérateur chinois. Ensuite, Facebook Messenger, c'est donc Meta, donc encore une fois comme Facebook, comme Instagram, comme WhatsApp, le groupe Meta. Ensuite, Telegram, c'est russe, c'est un opposant de Poutine, c'est un Pavel Durov qui a la messagerie cryptée Telegram avec ici 900 millions d'utilisateurs mensuels. Vous avez Snapchat, donc Snap Inc., c'est une entreprise américaine qui est également dans la Silicon Valley avec 900 millions d'utilisateurs. Douyin, c'est la version chinoise de TikTok, qui est également une plateforme de e-commerce en Chine, donc troisième plateforme de e-commerce chinoise. Cette version de TikTok qui compte 755 millions d'utilisateurs mensuels. Kuaishou, c'est un concept très similaire à TikTok en Chine, mais ça s'adresse davantage aux personnes des campagnes, hein. C'est davantage pour les ruraux, là où Douyin, c'est plus pour les urbains. X, c'est la plateforme d'Elon Musk avec 600 millions d'utilisateurs mensuels. Et enfin, Weibo, hein, avec quasiment 600 millions d'utilisateurs mensuels également, c'est le Twitter chinois. Donc, qu'est-ce que ça nous montre, ces réseaux sociaux? C'est que les Américains dominent également très, très nettement, ces réseaux sociaux avec Facebook, Instagram, WhatsApp, qui sont donc, liés, au groupe, Meta. Vous avez YouTube, donc qui est lié à Google. Snapchat qui est indépendant par rapport à cela, mais qui est aussi américain. Donc une domination très nette, un X avec Elon Musk, c'est américain également. Et vous avez les Chinois qui répondent avec notamment TikTok, hein, qui se place ici en 5e position. Alors si on regarde, hein, les chiffres de janvier 2024, où sont les jeunes de moins de 25 ans en France? On retrouve l'ensemble de ces réseaux sociaux, hein, avec un décrochage, pour, Facebook effectivement ici à 38. Facebook fait, figure ici de réseau social de vieux, mais on retrouve, Instagram donc, du groupe Meta, TikTok
91 des moins de 25 ans, Snapchat 80 et ensuite, vous avez, X, qui arrive, en 4e position. Donc, ces réseaux sociaux ont une grande importance. Les données, hein, savoir que les données, sont sur des serveurs, soit aux États-Unis, soit en Chine, d'où l'enjeu de protection aussi de ces données, numériques. Enfin, on va finir, ces GAFAM avec, Microsoft. Donc Microsoft, c'est notamment, lié au système, d'exploitation, donc Windows. Windows, qui domine, très, très nettement, le marché, des systèmes d'exploitation puisque 2 tiers des systèmes, d'exploitation à l'échelle mondiale sont aujourd'hui, sous Windows. Venons-en maintenant au, BATX, hein, donc c'est, leader chinois, les opposants, les challengers, chinois, aux GAFAM, donc Baidu, Alibaba, Tencent ou encore, Xiaomi. Tout d'abord Baidu c'est le, Google chinois, hein. C'est, le moteur de recherche, le plus utilisé en Chine continentale, hein. Plus de 80 des recherches en Chine passent par, Baidu, donc c'est l'équivalent de Google. Ensuite, vous avez Alibaba. Alibaba, c'est en quelque sorte l'Amazon chinois, hein. C'est un groupe chinois de commerce en ligne créé en 1999, hein. C'est notamment le groupe qui détient, AliExpress et donc Alibaba, c'est l'équivalent chinois, de, Amazon. Vous avez ensuite Tencent. Tencent est une entreprise chinoise créée en 1998, spécialisée dans des services internet et des jeux vidéo. Ils détiennent la messagerie WeChat, messagerie instantanée équivalent de WhatsApp. Et dans le domaine des jeux vidéo, Tencent, ça contrôle Riot Games, donc League of Legends, 40% d'Epic Games, donc 40% de l'entreprise qui est à la base de Fortnite, 85% de Supercell, donc Clash of Clans, Clash Royale, Brawl Stars. Donc Tencent, on ne connaît pas le nom. En revanche, si je vous dis League of Legends, Fortnite, Clash of Clans, Clash Royale, Brawl Stars, vous avez beaucoup de jeux que vous connaissez et auxquels vous jouez. Et donc, ils ont des parts très importantes, Tencent, dans ces entreprises de jeux vidéo. Et ensuite, enfin plutôt Xiaomi. Xiaomi créé en 2010, une entreprise de téléphonie mobile et de voitures. Troisième place mondiale de la vente de smartphones derrière Apple et Samsung. Et depuis 2023, donc à l'origine d'une berline 100% électrique, hein, chez Xiaomi. Alors les États, sont, dépendants, de ces GAFAM, de ces BATX éventuellement, du moins dépendants de ces géants du numérique. Aujourd'hui, l'Union européenne est à la recherche d'une souveraineté numérique, hein, dans le cadre d'un contexte aussi tendu avec, les États-Unis. Vous le remarquez, hein, y compris dans le cadre du lycée 4.0, avec vos PC, vous est fourni le pack Office, du moins un accès au pack Office et les, éléments, du pack Office sont directement installés sur vos ordinateurs. Hem, Aujourd'hui, en France, la France cherche à développer, des, outils, non liés, aux instruments donc de Microsoft, hein, donc ce pack Office. Donc la suite, hein, anciennement la suite numérique, hein, c'est une suite bureautique qui est développée par, les ministères liés au numérique et qui est destiné aux agents de la fonction publique, hein. Donc des outils, hein, qui reprennent grosso modo, Word, Excel, heu, ou autres. L'idée, c'est de retravailler avec des outils qui soient français, avec, des données hébergées et stockées en France. On estime, qu'aujourd'hui, plus de 80 des données européennes sont dans des clouds américains et de ce fait, les Européens dépendent des câbles sous-marins pour leur trafic internet. Des câbles sous-marins américains, pour le trafic internet. Si demain, on a un blocage, des ressources liées aux États-Unis, pour l'Europe, on perd énormément de nos données et donc les entreprises pourraient être paralysées, et puis il pourrait y avoir d'énormes conséquences, d'un point de vue économique également. Poursuivons d'un point de vue économique, les systèmes de paiement comme Google Pay, Apple Pay, Visa, Mastercard, hein,
vont compter pour 61% des transactions financières en Europe. Et sur 13 des 20 pays de la zone euro, ça compte pour 100% des transactions financières. Ce qui veut dire que un blocage informatique venu des États-Unis pourrait paralyser l'économie de nombreux pays. En France, on a la chance d'avoir également le groupe le groupement des cartes bancaires, hein, donc CB, ce qui permet d'avoir donc un réseau national et qui permet donc qui permettrait le paiement grâce à ce réseau CB, hein, qui est un réseau concurrent de Visa ou de Mastercard. Mais ce n'est pas le cas dans certains pays. Et de la même façon, hein, nos cartes sont liées bien souvent à Visa et Mastercard, et beaucoup parmi vous payent peut-être avec leur téléphone, donc Google Pay ou Apple Pay. Ce sont des systèmes américains également. Aujourd'hui, on recherche donc des alternatives, hein, aux GAFAM. Je vous mettrai le lien sur le site Bonpote. Vous pourrez aller voir un peu ce site bonpote.com qui explique justement cette dépendance européenne donc aux outils numériques de l'oncle Sam. Donc, par exemple, on vous dit que par rapport à Gmail, on pourrait passer sur Mailo. Euh, on pourrait prendre Comaps à la place de Google Maps. On pourrait prendre Firefox ou Vivaldi à la place de Google Chrome, Deezer à la place de Spotify, et puis LibreOffice par exemple à la place de la suite de Microsoft, le pack Office, donc avec Word, Excel et compagnie. Donc l'idée pour l'Union européenne, l'enjeu de demain pour l'Union européenne, c'est de protéger davantage les données privées et puis de faire en sorte que ces données ne soient pas utilisées à des fins hostiles donc aux États-Unis. Et puis l'autre enjeu, c'est de réduire la dépendance, hein. Si demain il y a des tensions entre les deux pays, un blocage de l'Internet américain pourrait avoir des effets dévastateurs, hein, sur l'économie française et l'économie européenne. Donc pour conclure par rapport à cette dépendance européenne vis-à-vis donc des outils donc américains, pour s'en convaincre, on peut regarder à la fois ce document et puis réfléchir un peu à ce qui est fait de manière générale. Mais pour la géolocalisation, on va utiliser par exemple Google Maps, Waze à défaut, mais Waze c'est une filiale de Google. Euh, à la télévision, on va regarder des plateformes telles que Amazon Prime, Disney+, Netflix, tout ça c'est américain. Concernant l'IA générative, les leaders sont OpenAI, qui est américain, Google ou encore Meta, qui travaille dessus pour une large part. Et donc, on a une dépendance très forte. Et aujourd'hui, par exemple, l'IA, pour reprendre cet exemple, hein, ça apparaît comme un domaine stratégique dans lequel il est nécessaire d'investir et d'investir massivement afin de trouver aussi une indépendance européenne, voire française, par rapport aux États-Unis. On va maintenant passer au grand 3 avec les voies de communication et on va prendre l'exemple des nouvelles routes de la soie chinoise de manière très rapide afin de conclure ce chapitre. Alors il faut noter que la Chine est aujourd'hui la première puissance commerciale mondiale. En 2023, il s'agissait du premier exportateur de marchandises avec 15% des exportations mondiales. Et puis, la Chine a besoin de relier les différents marchés de manière rapide et simple. C'est dans ce contexte qu'en 2013, le président Xi Jinping a mis en place ce concept des nouvelles routes de la soie pour Belt and Road Initiative. L'idée, en fait, c'est via des partenariats avec différents pays, avec une coopération avec différents pays, c'est de permettre à la Chine d'avoir des infrastructures pour pouvoir écouler ses marchandises et pouvoir donc exporter ces marchandises à travers le monde. Ça va sur l'ensemble des continents avec des partenariats qu'on va retrouver, hein. Si on regarde la carte ici, on va retrouver des partenariats sur l'ensemble des continents avec des investissements notamment portuaires, donc dans les différents ports, mais également des investissements ferroviaires et routiers qui permettent donc à la Chine d'exporter facilement ses marchandises. Alors, si on reprend l'idée, c'est aussi un moyen de développer le soft power chinois et son influence, puisque les Chinois aident à la construction d'infrastructures. Donc, parmi les infrastructures, on peut retrouver des ports, des centrales, des barrages,
Mais cette stratégie chinoise n'est pas sans risque pour les pays partenaires, puisque il y a une diplomatie de la dette qui est mise en place. Lorsque le pays ne peut pas rembourser le prêt chinois, l'infrastructure est prise par la Chine. Du moins, le contrôle de l'infrastructure est prise par une concession pour une entreprise chinoise. C'est le cas au Sri Lanka, le port de Hambantota au Sri Lanka a été cédé en 2017 à une entreprise chinoise pour une concession de 99 ans. La Chine a pour objectif de se connecter de manière plus efficiente au reste du monde grâce aux infrastructures. On peut également évoquer dans ce cas-là la Chine-Afrique, les investissements massifs chinois en Afrique, qui vont soigner à la fois son soft power, mais aussi permettre donc d'exporter plus facilement. L'idée, c'est pour la Chine de trouver des débouchés plus simples grâce à ces nouvelles routes de la soie, donc la Belt and Road Initiative. Et donc là, vous avez les différentes routes, des routes terrestres, mais aussi des routes maritimes, bien sûr, via des voies ferrées, via des routes. L'idée, c'est d'améliorer les exportations chinoises et de réduire aussi la dépendance à certaines routes stratégiques qui peuvent être bloquées. On peut éventuellement citer donc le détroit d'Ormuz aujourd'hui, qui est bloqué et qui peut servir justement, ce détroit d'Ormuz, d'ouverture. Pensez-y, lorsqu'on parle de la puissance des États-Unis, le détroit d'Ormuz et ce contrôle du détroit d'Ormuz est un enjeu important à l'échelle mondiale. On le voit sur les prix du baril de pétrole. On parle d'un nouveau choc pétrolier à venir ou déjà en cours. Donc, intéressez-vous lors de votre travail pour la dissertation à ce qui se passe aujourd'hui en Iran avec le conflit États-Unis-Iran qui a des répercussions sur l'ensemble du monde, le monde entier. Ainsi, je vous invite donc à revisionner quelques éléments de cette vidéo. Je vous joins le diaporama au mail ainsi que les documents annexes pour la dissertation qui portera sur le sujet suivant, donc la puissance des États-Unis aujourd'hui. Si on reprend tout ce qui a été montré dans cette vidéo, on voit l'impact de la langue qui joue un rôle pour le soft power des États-Unis, notamment avec Hollywood. On a vu ensuite les GAFAM qui montrent aussi, qui illustrent la dépendance de l'Union européenne vis-à-vis des États-Unis et vis-à-vis des données qui proviennent des États-Unis et des entreprises américaines, ultra puissantes dans les différents domaines de la tech. Enfin, les nouvelles routes de la soie illustrent la mise en concurrence avec la Chine, aujourd'hui première puissance commerciale mondiale, qui, à l'aide de partenariats stratégiques, tente d'écouler au mieux ses marchandises et réduit les risques avec de nouvelles routes, puisque les risques, on le voit aujourd'hui avec l'Iran, la situation donc dans le golfe Persique et le détroit d'Ormuz, les tensions entre les États-Unis et l'Iran ont un impact sur l'économie mondiale. Par ailleurs, si vous vous intéressez du coup à ce sujet, sur le détroit d'Ormuz, il montre aussi quelque part les limites de la puissance des États-Unis, puisque ce détroit d'Ormuz, avec une guerre face à l'Iran qui devait être rapide selon les mots de Donald Trump, qui aujourd'hui dure, et on est peut-être à l'aube, ou peut-être déjà dans un troisième choc pétrolier à l'échelle mondiale. Donc ce choc pétrolier qui a une répercussion très concrète, nous on le voit à la pompe avec les prix des différents carburants qui ne cessent aujourd'hui d'augmenter. Je vous invite vivement à travailler sur tout cela, donc pour la dissertation qui aura lieu le 8 avril, la puissance des États-Unis aujourd'hui.